Ivoirien. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Instant Vérité. Alors, 1990, c'est l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc, ouverture du champ politique à d'autres partis politiques. Et notamment le FPI qui se positionne comme un contre-pouvoir par excellence. Alors, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, a fait la force de cette opposition à un moment donné? D'abord, le fait que son combat a commencé dans la clandestinité. Ensuite, sa présence sur le terrain, après la proclamation du multipartisme. Et enfin, sa réflexion programmatique. Le fait que le parti n'était pas bâti sur des individus, mais sur des idées, sur des valeurs, sur un programme de modernisation de la Côte d'Ivoire, de restauration des libertés, de la démocratie et du progrès social. Ce sont ces trois éléments-là. L'histoire du combat du président Laurent Gbagbo dans la clandestinité. Ensuite, la présence effective du parti, des cadres du parti sur le terrain. D'accord. Alors, donc, ce passé donc, dans l'opposition, comme vous venez de le dire, a forgé le FPI. Alors, en 2000, vous accédez au pouvoir après des élections calamiteuses. J'emprunte le mot de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Est-ce que cela n'a pas dépeint sur la gestion du pouvoir? Mais évidemment, puisque dès 2002, nous avons été confrontés à une rébellion armée. Cela signifie que les défis que nous avons trouvés sur place étaient très, très importants. Le pays était déjà fragilisé. Il y avait, je dirais qu'il était sur une bombe. Rappelez-vous que dès 1989, il y a eu la charte du Nord, ça veut dire qu'il y avait donc une crise latente. Une crise, et je crois que c'est cette crise d'ailleurs qui a été à la base de la proclamation du multipartisme. Donc le président Gbagbo a tenté de ressouder la cohésion sociale à travers le Forum de réconciliation nationale, mais je crois que les efforts n'ont pas été assez vite et assez hauts pour pouvoir mettre fin à ces velléités de déstabilisation qui se sont manifestées en 2002. Donc, autrement dit, vous saviez qu'il y avait déjà des frictions un peu dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que cette connaissance de ces frictions-là, est-ce que cela a permis au FPI de faire une bonne lecture de la situation dans les 2 premières années de sa gestion? Mais évidemment, l'organisation du Forum de la réconciliation nationale en 2001, et même la programmation, puisque dans le programme du candidat Laurent Gbagbo, il était déjà prévu l'organisation d'un forum, sur la base de ce que la réinstauration du multipartisme a été chaotique. En 90, les choses ne se sont pas passées en douceur. Il y a eu de grands combats, il y a eu des résistances. Ensuite, il y avait la division au sein même du PDCI-RDA, et tout cela faisait que la situation, à l'arrivée au pouvoir du président Laurent Gbagbo, après même la crise électorale, avec feu le général Guèye, tout cela constituait véritablement un ensemble d'handicaps. C'est pour cela que le président Gbagbo a choisi la voie de l'apaisement, de la réconciliation à travers l'organisation. Mais malgré cela, il y a eu la rébellion ivoirienne que vous n'avez pas pu contenir. C'est ça. Pourtant, vous venez de le dire, vous avez été formé par le passé d'opposition que vous avez eu pendant 10 ans. Alors, on ne comprend pas. Oui, pourquoi le FPI est donc resté dans cette situation? Pourquoi? Parce que la coalition de ceux qui voulaient le départ du président Gbagbo et donc la chute du FPI, la coalition était trop forte. C'est remarquer que ce n'était pas seulement une coalition intérieure, elle était même internationale, sous-régionale. Vous avez vu de quelle manière la crise post-électorale s'est achevée, avec l'implication de toute la communauté internationale. S'il vous plaît, donc, on ne parle pas de la communauté internationale, on parle plutôt de ce que vous avez fait ce sont des réalités. En 2000, voilà, en 2002. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas isoler. Donc quel est le bilan de votre gestion du pouvoir? Il est positif ou il est négatif? Mais il est positif. Ah bon, il est positif? Votre gestion a été vraiment décriée par plusieurs personnes? Bien sûr, mais oui. Des gens vont, nous n'allons pas faire l'unanimité. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation, lorsqu'on regarde le positionnement des Ivoiriens, il faut le dire tout net, que nous n'avons pas déçu. Même si nous avons été attaqués, nous avons été injustement. Et nous avons été chassés du pouvoir injustement. Non. Et donc tout cela constitue donc, des réalités. Vous pensez que vous n'avez rien fait du tout, que tout est la faute des autres. Alors, après 10 ans de gestion, vous perdez le pouvoir. Vous ne pensez pas que c'est votre gestion du pouvoir qui a entraîné cette chute? Mais évidemment, nous étions au pouvoir. Mais il ne faut pas nier
l'adversité. Est-ce que nous pouvons cautionner une rébellion armée? Est-ce qu'on peut accepter que des gens prennent des armes? Mais vous dédouanez, ça veut dire quoi? C'est la réalité, madame. C'est la rébellion. La réalité, c'est la rébellion. madame. Mais le FPI a quand même gouverné pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans avec les autres. 10 ans avec les autres. À partir de 2003, mars 2003, j'ai été Premier ministre d'octobre 2000 à mars 2003. À partir de 2003, on ne peut pas dire que c'est le FPI qui gouverne, puisqu'il y a eu un gouvernement de réconciliation nationale jusqu'en 2000, y compris avec le chef de la rébellion à partir de 2007. Quelle est la leçon que vous tirez de votre gestion du pouvoir? Mais la leçon que nous tirons, c'est que le pays est divisé, que la Côte d'Ivoire est un pays divisé, où il y a une rébellion armée, et qu'il faut donc reconstruire la cohésion nationale à travers la réconciliation nationale. Une Côte d'Ivoire que le FPI n'a pas su rassembler. On pourrait le dire ainsi. En 2013-2014, le FPI est secoué par une crise interne qui l'a divisé en deux branches. Alors, quelles sont les raisons profondes de cette crise? Mais la raison, c'est la crise elle-même. Ce sont les répercussions de la perte du pouvoir et, je dirais, les débats pour le repositionnement du parti, savoir avec qui et dans quelle direction réorganiser le parti. Voilà le débat qui se pose à l'intérieur du parti à l'heure actuelle. D'accord. Donc c'est la séparation avec les caciques du pouvoir. Et puis, Laurent Gbagbo que vous cherchiez à rencontrer depuis mars 2015. Que j'ai demandé à rencontrer. Que vous avez demandé à rencontrer, mais c'est la même chose de toutes les façons. Alors, il ne répond pas. Dites-nous pourquoi il ne répond pas. C'est lui qui peut vous le dire. Non, dites-nous, c'est vous qui voulez le rencontrer. Mais bien sûr, il a sûrement donné une raison. Moi, je peux vous dire que je cherche à le rencontrer parce que c'est un devoir. Nous avons lutté ensemble. Il est aujourd'hui en difficulté. J'ai un devoir de compassion, j'ai un devoir de solidarité. Et ce devoir-là, je tiens à... Mais quand même, vous avez été son Premier ministre. Il a été le président de la République à un moment donné de la Côte d'Ivoire. Vous avez été des collaborateurs très proches. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, Gbagbo ne répond pas à votre sollicitation? Parce que je pense que le moment n'est pas arrivé. Parce qu'il considère que le moment n'est pas arrivé. Mais de 2015 à 2017, ça fait 2 ans que vous demandez à le rencontrer. Bien sûr, mais si le moment n'est pas arrivé, comment vous voulez? Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres informations, je crois que c'est lui qui peut vous répondre. Est-ce que ce refus ne vous affaiblit pas? Moi, de toute façon, moi, je mène la lutte. Je suis en Côte d'Ivoire, je connais les réalités du pays, je sais qu'il y a un besoin de réconciliation, je sais qu'il y a un besoin de restauration de la démocratie. Je me bats. Je ne suis pas un enfant, j'ai plus de 60 ans, donc je sais ce que j'ai à faire et je fais cela pour les Ivoiriens. Sans répondre à la question, est-ce que le refus de Laurent Gbagbo de vous recevoir ne vous affaiblit pas sur la scène politique ivoirienne? Mais moi, je ne cherche pas à savoir si ça m'affaiblit ou ça me m'affaiblit. Répondez là maintenant. Mais c'est ce que je vous réponds. La réponse que je vous donne, c'est que je fais mon travail. Quelles que soient les adversités, quels que soient les affaiblissements, je fais mon travail. Je sais que j'ai une obligation, un devoir vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, un devoir vis-à-vis des militants du FPI. C'est ce travail-là que je fais. Une question. Et j'affronte toutes les adversités. Une question. Voilà, vos camarades vous accusent d'avoir des accointances avec le pouvoir. Ils vous taxent même de rouler pour le pouvoir. Dites-nous, aujourd'hui, Afim Guisson travaille-t-il avec le pouvoir? Je dialogue avec le pouvoir parce que le dialogue est nécessaire. Le dialogue, c'est notre slogan. Asseyons-nous et discutons. Et le président Gbagbo lui-même a dialogué. Dialoguer avec le pouvoir, ce n'est pas travailler avec le pouvoir. Je cherche la réconciliation nationale parce que le pays a besoin de la réconciliation nationale. Le président Gbagbo lui-même a organisé le forum de la réconciliation nationale en 2001. Le faire, ce n'est pas trahir Gbagbo. J'aspire à gouverner ce pays parce qu'il faut que le FPI revienne au pouvoir. Non, vous n'avez pas trahi Gbagbo. Je ne vois pas en quoi ces actes-là constituent des actes de trahison. Je ne vois pas en quoi. Et c'est ce que je fais. Et je l'assume parce que le pays en a besoin et c'est ce que nous avons toujours fait. Et c'est ce que même ceux qui m'accusent ont fait avant ma sortie de prison. Voilà ce que disent vos adversaires d'en face, ceux d'en face. Vous avez eu une peine avec sursis. Vous avez eu la légitimité en tant que président du FPI. Vous êtes considéré comme le chef de file de l'opposition. Tout ceci vous met dans une situation un peu plus confortable quand même. Est-ce que c'est pas jalousie donc ils disent que j'ai trahi? Parce que je bénéficie. Est-ce que c'est parce que j'ai été Premier ministre de Gbagbo, j'ai été président du parti, j'ai été porte-parole de Laurent Gbagbo aux élections, qu'il m'accuse de tout cela? Mais ce n'est pas de ma faute. Si j'ai réussi, là où eux, ils ne peuvent pas réussir, ce n'est pas de ma faute si aujourd'hui je suis député alors qu'ils ne sont rien. Ce n'est pas de ma faute si j'ai occupé toutes ces responsabilités, si j'ai joui pendant plusieurs années de la confiance du président Gbagbo. Ce n'est pas de ma faute. Il ne peut pas m'en vouloir pour cela. Et il ne peut pas chercher à m'abattre pour cela. Parce que nous étions tous là et Gbagbo a choisi. Gbagbo a fait confiance à un cadre, mais ce n'est pas de ma faute. Et je pense que si ce n'est pas jalousie, il faut sortir de cela parce que ce n'est pas politique. Donc la question qui vient,
quel est le rapport que vous entretenez avec le camp Abdourahmane Sangaré? Mais je suis ouvert, j'ai engagé plusieurs initiatives afin que nous nous retrouvions parce que l'avenir du FPI se trouve dans son unité et non dans sa division. Il continue à rouler dans le sens de la division, mais j'espère qu'avec le temps, ils vont comprendre que nous avons intérêt à être ensemble, à travailler ensemble et à faire jouer le jeu de la démocratie. Le jeu de la démocratie, c'est que nous allions au Congrès et que celui qui a des ambitions pour diriger le FPI se présente à ces congrès et que les militants décident. Il n'y a pas d'autre voie que la voie de la démocratie pour régler les questions de leadership, les questions de positionnement, les questions d'ambition personnelle. D'accord. Tout à l'heure, dans votre réponse, dans l'une de vos réponses, vous avez parlé de... Vous êtes député aujourd'hui et que ce n'est pas une question, cela ne devait pas donner lieu à des jalousies. Alors, donc parlons de cela. 3 députés aux récentes législatives. Un peu plus loin, en 2015, 9,29% des suffrages exprimés à la présidentielle, c'est ce que vous avez obtenu. C'est ça. Dites-nous, vous n'avez pas de groupe parlementaire. Les 2 autres députés qui sont avec vous ont rejoint d'autres groupes pour former un groupe parlementaire. Alors, est-ce que le FPI n'est pas en perte de vitesse? S'il n'a pas déjà commencé sa perte de vitesse? Le FPI est présent dans l'opinion parce que c'est d'abord l'électorat. Évidemment, l'appareil politique du FPI est à reconstruire. Parce que pour gagner des élections, il faut un appareil, il faut des gens sur le terrain, il faut des moyens matériels et financiers, il faut une direction soudée. Donc il ne faut pas confondre les difficultés de l'appareil qui sont conjoncturelles et l'ancrage populaire du parti. Aujourd'hui, je considère que le FPI pèse au moins 60% de l'électorat. Mais il faut reconstruire son appareil pour pouvoir tirer électoralement profit de ces 60% d'adhésion. Quand vous dites le FPI, vous parlez de quel FPI? De votre FPI? Non, je parle du FPI en tant que parti. Non, non, le FPI, ce n'est pas les individus. Le FPI, c'est une organisation. C'est-à-dire avec des valeurs, avec un programme, avec une histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc une adhésion d'un certain nombre de personnes à un idéal. C'est ça le FPI. Bien. Les hommes passent, le parti reste. Il se trouve que les hommes, ceux qui sont là à l'heure actuelle, ont des difficultés entre eux. Et qu'ils se battent pour savoir qui va prendre la direction de la lutte. Mais ce travail de reconstruction, si on le réussit, et c'est pourquoi il faut que nous se mettions ensemble. Si on le réussit, il y a un électorat qui est disponible et qui manifestement va nous porter au pouvoir en 2020. L'électorat qui est disponible, là, justement pour le FPI, ce n'est pas pour vous. Parce que vous avez obtenu, comme je viens de le dire, 9,29% des suffrages exprimés, 3 députés seulement aux récentes législatives. Dites-nous, est-ce que la base ne vous suit pas? Mais ce n'est pas une question de base. Une élection, c'est une question d'électeurs. Oui, mais l'électeur, là, c'est qui? Les électeurs. Les électeurs, ce sont les Ivoiriens qui sont sur le terrain. C'est d'abord vos militants. Mais il faut aller les chercher. Pas d'abord nos militants. Les militants représentent une infime partie de l'électorat. Un candidat peut gagner 3 millions de voix à une élection, alors que ces militants ne peuvent être que 100 000, 200 000. Monsieur Pascal, vous ne faites pas la politique, donc vous ne savez pas tout ça, mais je vous enseigne. Mais en même temps, je vous ai suivi dans le reportage, je vous suis tout le temps dans le reportage. Je vais vous dire. Mais seulement, il faut une chose, c'est que l'électorat, ce sont d'abord vos militants, ensuite les sympathisants. C'est pas les sympathisants. L'électorat est un électeur. L'électeur, c'est un citoyen libre qui, à un moment donné, choisit, à l'occasion d'une élection présidentielle, un individu qui, de son point de vue, incarne les valeurs qu'il veut voir à la tête du pays. Il y a des candidats qui n'ont pas de parti et qui ont gagné une élection présidentielle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement c'est d'abord une affaire d'un individu qui a une idée, qui a un programme, qui sollicite le suffrage de ses compatriotes. Maintenant, s'il a un appareil, l'appareil l'appuie, l'appareil le soutient. Et dans notre cas, aux élections de 2015, avec un appareil fragilisé, avec un parti qui n'a pas encore réussi à se repositionner sur le terrain, un candidat qui sortait de prison il n'y a même pas 2 ans, puis je suis sorti de prison en 2013, faire 9,29%, c'est une grande prouesse, sans moyens financiers, sans, disons, cadre rétabli sur le terrain, avec des cadres qui ont les comptes gelés, qui n'ont pas de maison et tout cela. 9%, c'est une grande prouesse. Vous avez dû à cette époque-là penser à la réconciliation, à ressouder les fragments du FPI. Mais c'est ce que avant nous de faisons. vous lancer dans une élection, une grande élection. Il n'y a pas un temps pour la réconciliation, un temps pour le combat politique. Les deux se mènent ensemble. Et le combat politique participe à la réconciliation interne. Bien. Alors aujourd'hui, la réconciliation avec le camp Abdourahmane, est-ce que c'est possible? Oui, moi je suis persuadé que c'est possible. Vous savez, en politique, tout est possible. Et ça peut même arriver plus tôt qu'on ne le pense. Figurez-vous que même ceux qui gouvernent aujourd'hui ont été brouillés pendant plusieurs années. Il y a eu des grandes fractures, de grands conflits entre eux. Mais
dans l'intérêt de leur organisation politique et peut-être même du pays, ils ont réussi à se mettre ensemble en 2005. Ça veut dire que si demain, ceux qui sont en face comprennent que nous avons intérêt, si nous voulons être utiles à la Côte d'Ivoire, à nous mettre ensemble, plutôt que de nous accrocher à nos sentiments personnels, à nos égos, à nos frustrations, la réconciliation va se faire dans l'intérêt du parti, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Bien, donc la réconciliation va se faire dans l'intérêt du parti, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, et donc le FPI, on peut le dire, n'est pas en perte de vitesse. Pascal Affi N'Guessan, oui, allez-y, un dernier mot. Le FPI se reconstruit et le FPI va nécessairement prendre le pouvoir en 2020 parce que c'est une attente forte de nos compatriotes. Bien, vous êtes très optimiste là-dessus. Très optimiste.